Bonjour tout le monde, bienvenue à ce module sur la programmation système en C. Alors, comme je l'avais dit dans la présentation du cours, ce module-là est nouveau en 2024. C'est un module que j'ai ajouté suite à différents problèmes que les étudiants ont rencontrés dans les dernières années. Et comme je le disais, l'idée au départ dans ce cours-là était de se dire que ce n'était pas un cours de programmation. Donc, on n'allait pas vous apprendre à programmer, puisque vous connaissez déjà le langage C, C++ et ainsi de suite, mais que vous allez devoir l'utiliser dans un contexte de programmation embarquée temps réel. Et ça marche assez bien, mais on a remarqué qu'il y a beaucoup de pièges dans lesquels les étudiants tombent régulièrement. Et au lieu d'être réactif, donc d'attendre que vous tombiez dedans pour vous dire vous auriez pu l'éviter, j'ai décidé cette année de corriger tous les problèmes les plus importants rencontrés par les étudiants pour essayer de vous faire un peu un rappel de ce qu'est la programmation en C, mais aussi des spécificités lorsqu'on veut programmer système. Qu'est-ce que ça veut dire la programmation système? Ben, c'est d'utiliser les interfaces du système d'exploitation, par exemple pour lire des fichiers, écrire sur un socket vers un réseau, pour demander à l'ordonnanceur de changer la priorité de notre processus, des choses comme ça. Donc, il y a certaines spécificités qui peuvent être intéressantes à connaître pour éviter de tomber dans des pièges. Et donc, c'est un nouveau module qui se divise en plusieurs parties. On va commencer par faire un petit historique de ce qu'il sait pour mieux comprendre pourquoi un peu la suite de ce module-là. Alors, premièrement, le C, c'est un langage qui est compilé, donc c'est pas un langage interprété, c'est vraiment quelque chose où un compilateur prend votre code et le transforme complètement en un exécutable qu'on appelle souvent un binaire, et qui est finalement directement du code machine exécutable par un processeur. Donc le C, une fois qu'il est compilé spécifiquement pour une architecture processeur en particulier. Ce qui fait que lors du premier laboratoire, vous devez installer un compilateur spécial sur votre système qui va compiler non pas en x86 ou en x86-64, mais qui va compiler vers de l'ARM. Parce qu'au final, on veut que ça marche là-dessus, puis ça fonctionne en ARM. Donc, il faut un compilateur qui est le même compilateur, mais qui émet du code machine pour un processeur ARM et non pas pour un processeur x86, comme ce qui est probablement ce que la plupart d'entre vous avez. Et donc, ce langage-là a été inventé au début des années 70. Il faisait suite à d'autres essais, le langage B, le CPL, et ainsi de suite. Mais il a été inventé spécifiquement pour écrire un système d'exploitation qui est Unix. Et encore aujourd'hui, c'est pas mal le langage de prédilection pour la programmation système et toute la programmation de bas niveau. Donc, si vous faites des microcontrôleurs, vous allez à peu près toujours avoir du C quelque part là-dedans. Tout simplement parce que c'est un langage qui fonctionne très bien pour ça. Il est très simple à porter vers de nouveaux types de matériel, de nouveaux types d'architecture. Justement, il ne fait pas grand-chose pour vous, donc créer un compilateur ou l'adapter pour une nouvelle plateforme se fait assez vite parce qu'au final, le gros du travail est fait par le programmeur. L'industrie étant quand même assez conservatrice, on garde encore le langage C. Si on regarde par exemple le noyau Linux, il est encore programmé en C et ainsi de suite. Mais je dois noter quand même que de nouveaux langages prennent de plus en plus place. Et parmi ces langages-là, il y a un langage qui s'appelle Rust, qui est de plus en plus utilisé, qui est un langage aussi de bas niveau, donc qui est capable d'aller gérer là, dans les coins de la mémoire, il n'y a pas d'allocation dynamique, des choses comme ça, mais en même temps, il est beaucoup plus robuste et il aide beaucoup plus le programmeur finalement à ne pas faire d'erreurs, par exemple, justement d'allocation mémoire, de fuite mémoire, d'erreurs où est-ce que, en termes de concurrence entre deux processus, des choses comme ça, ce langage-là est beaucoup plus évolué à ce niveau-là et en 2024, on vient de commencer à avoir un premier bout de code écrit en Rust incorporé dans le noyau Linux. Donc c'est pour dire qu'au fil des années, peut-être que cette vidéo-là va devenir de moins en moins importante parce qu'on va être passé à d'autres langages, mais pour le moment, on ne vous fait pas coder en C simplement pour le plaisir de vous donner du trouble, c'est vraiment parce que c'est le langage de prédilection encore aujourd'hui pour écrire des drivers, pour écrire du code pour des petits microcontrôleurs ou des systèmes embarqués. Et même des systèmes temps réel, je dois dire, parce que le C a au moins l'avantage que quand vous écrivez quelque chose, vous savez le temps que ça va prendre, contrairement à Python ou à d'autres langages de plus haut niveau, où est-ce que là, il peut y avoir plein de trucs qui se produisent en arrière-plan et qui font que les délais sont très imprévisibles. Et donc, comme je le dis, ça permet de contrôler précisément ce que le programme fait et comment il le fait. Donc, vous êtes très très proche du matériel. Ça a l'avantage que c'est très rapide. Ça a le désavantage que vous pouvez faire des erreurs assez déroutantes. C'est pas comme du Python, par exemple, où est-ce que une exception va être lancée, vous allez essayer de débugger tout ça. Parfois, en fait même souvent, une erreur en C
conduit pas forcément à un crash du programme, mais simplement à un comportement absolument impossible à comprendre lorsqu'on n'a pas vu d'où venait le bug. Donc c'est quelque chose qui peut être plus difficile, ça prend une bonne rigueur pour programmer en C. C'est plus difficile de juste se lancer, faire un peu n'importe quoi et après ça corriger les bugs. Mieux vaut avoir vraiment un plan de ce qu'on fait avant de commencer à programmer. Et donc l'objectif de ce module-ci, comme je l'ai dit, on n'est pas dans un cours de programmation. Dans les objectifs du cours, ce qu'on veut, c'est vous apprendre la programmation système, mais pas la programmation ou l'algorithmie elle-même. On ne fera pas de grosses structures de données ou de choses comme ça dans ce cours-ci, mais l'objectif, c'est de vous montrer comment le faire en programmation système et aussi quelques pièges qui peuvent vous surprendre. Et je donne un exemple ici, juste pour piquer un peu votre curiosité. Voici un code en C qui est valide là, ici. Là, bon, il est un peu raccourci pour que ça rentre dans l'écran, mais il est tout à fait valide ce code-là. On déclare un tableau qu'on initialise à 0. Et on a une fonction qui va juste vérifier si un élément, donc un entier finalement, est présent ou pas dans le tableau. Et comme vous voyez, on fait une boucle autour de ça. Si c'est la valeur du tableau égale la valeur qu'on a demandé, on retourne 1. Sinon, à la toute fin de la boucle, une fois qu'on a fini toutes ces boucles-là, ben, on retourne 0 pour dire l'élément n'est pas présent. Et donc, si je compile ça dans un compilateur tout à fait standard, là, pas un truc incroyable, mais GCC qui est le même compilateur que vous allez utiliser dans le cours, si je compile ça, qu'est-ce que le compilateur va me donner? Bien, une première chose que quelqu'un de bien attentif pourrait voir, c'est que ici, j'ai un tableau de taille 3 et je vais jusqu'à un index de 3. Donc, autrement dit, le quatrième élément du tableau. On n'oublie pas qu'en C, les index commencent à 0. Donc, avec ça, on va faire l'index 0, l'index 1, l'index 2 et l'index 3. Et donc, c'est une erreur parce que là, on dépasse la taille du tableau. Dans un langage comme Python, ça serait une erreur pareille. Mais ce qui se passerait, c'est que rendu à 3, ben Python vous dirait index error, vous avez dépassé la taille du tableau. Dans le fond, je ne peux simplement pas accéder à l'élément 3 de ce tableau-là parce que ça s'arrête au crochet 2, qui est le troisième élément finalement. Et ben, ça serait tannant, mais ça serait pas pire que ça. Mais qu'est-ce qui se passe si on compile ça? Je vais vous montrer, c'est quand même assez intéressant. Donc, j'ai mis le code ici. Ça, en passant, c'est un site web Godbolt, que ça s'appelle ici, qui vous permet de tester des petits bouts de code comme ça en C et de les compiler. Et là, on va voir. Donc, j'ai donné ça et je demande... Excusez, c'est pas ça que je voulais faire. Et je demande au compilateur, GCC, encore une fois, de simplement le compiler. Et là, vous pouvez voir, même si vous ne connaissez pas l'assembleur, tout ce qu'il fait, c'est retourner 1. Donc, il met 1 dans EAX, qui va être la valeur de retour, et il retourne. Et il déclare mon tableau, évidemment, mais à part de ça, il ne fait rien d'autre. Et là, on peut se dire, ben voyons, le compilateur, il est fou, pourquoi il a fait ça? Comment ça se fait qu'il fait juste retourner 1? Il pourrait retourner 0 quand même. Par exemple, si la valeur, c'est le deuxième élément, ben il pourrait retourner 0 dans ce cas-ci, ou des choses comme ça. Ben, le fait est que le compilateur, lui, il ne se pose pas de questions. C'est pas comme Python, il n'est pas là pour vous aider, il est là pour que ça aille vite. Et ça, je peux vous dire que c'est une fonction qui va aller très vite. Qu'est-ce que se dit le compilateur? C'est que si la valeur est présente à l'index 0, 1 ou 2, ben, il va devoir retourner 1. On s'entend, parce que s'il est présent à l'index 0, ben, la première itération de la boucle, il va retourner 1. S'il est présent à l'index 1, la deuxième itération de la boucle, il va retourner 1. Ou à l'index 2, la troisième itération de la boucle, il va retourner 1. Et s'il n'est pas présent à cet endroit-là, ben, on va se ramasser à aller chercher finalement mon tableau crochet 3, ce qui est invalide. Et le compilateur, il y a en C un concept qu'on appelle du Undefined Behavior, UB, si vous lisez ça en anglais, comportement indéfini. Lorsque le programmeur fait une erreur ou quelque chose comme ça qui n'est pas autorisé, le compilateur a le droit de faire ce qu'il veut. Et dans ce cas-ci, le compilateur, il se dit, pourquoi je retournerais 0? Soit je vais devoir retourner 1 parce que c'est pas un comportement indéfini, parce que c'est au début du tableau, soit, si on arrive à l'index 3, c'est un comportement indéfini. Moi, je décide que mon comportement indéfini va être de retourner 1 quand même. Et donc, il le fait, ce qui fait que finalement, cette fonction-là, malgré ce qu'on peut lire, ne retournera jamais 0. Et je veux juste revenir là-dessus, il y a une erreur dans la fonction. Le point n'est pas qu'un autre langage réussirait à deviner que, ah oui, en fait, vous ne vouliez pas mettre ça, vous vouliez faire ça comme ça. Ce qui, là, effectivement, crée la bonne fonction avec un compare qui peut retourner 0 ou 1 dépendant de la valeur. Mais le point est qu'en C, si vous faites une erreur, ça ne sera pas juste que ça va planter. Ça va souvent être un comportement qui est indéfini et que vous dites, ben voyons, ça plante pas, mais pourquoi j'essaie d'en envoyer un élément qui n'est pas présent, puis ça me retourne 1 quand même, comment ça se fait? Ben, c'est à cause de ça que le C est réputé comme un langage difficile, parce que non seulement vous pouvez faire des erreurs comme dans n'importe quel autre langage, mais en plus, ces erreurs-là vont souvent être
cachés, mener à des comportements déroutants et vous allez devoir débugger longtemps pour les comprendre. Donc, ça vaut vraiment la peine, encore une fois, lorsqu'on programme en C, de prendre le temps de justement analyser ce qu'on fait, d'être bien sûr qu'il n'y a pas ce genre d'erreur-là. Parfois, vous pouvez être chanceux aussi et le compilateur fait quelque chose qui fait votre affaire, mais parfois, vous pouvez être malchanceux et ça va prendre beaucoup de temps pour débugger. Donc, c'était juste un petit exemple. Si vous êtes intéressé par ces choses-là, ces comportements un peu fantasques, vous pouvez chercher simplement sur Google Undefined Behavior C. Il y a plein d'exemples, tous plus fantasques les uns que les autres, sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le compilateur fasse vraiment n'importe quoi tout en respectant parfaitement ce qu'est le C. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. Dans le cours, évidemment, comme je l'ai dit, ce n'est pas un cours de C, on ne va pas tous les voir, mais c'est pour vous dire, faites attention lorsque vous faites du code comme ça, parce que ça peut rapidement venir vous mordre le derrière. Et c'est pas agréable. Et donc, ce module vise à vous donner les clés permettant de mieux utiliser le C dans le cours. Donc, à partir d'ici, on va voir vraiment des choses qui vont être toujours applicables dans le cours. C'est pas juste du blabla finalement que j'ai inventé pour remplir et pour meubler la période de cours. C'est vraiment quelque chose qui va vous être utile dans les différents laboratoires. Et on commence tout de suite par les pointeurs et leur espace mémoire associé. Alors, le langage C travaille avec des valeurs de différents types. Donc, on peut avoir des types numériques, mais il peut y avoir plusieurs types. Par exemple, INT, short, long, des choses comme ça. Surtout des qualificatifs qui donnent, bon, oui, j'ai une valeur entière, mais elle peut être de différents types. Et un pointeur est un type spécial, finalement, qui contient l'emplacement mémoire d'une autre valeur. Donc, encore une fois, je ne vais pas détailler grandement ce qu'est un pointeur, vous devriez avoir déjà vu ça, mais pour faire très très rapidement, dites-vous que c'est comme l'adresse postale d'une boîte aux lettres, alors que la variable elle-même, c'est le contenu de la boîte aux lettres. Donc, si vous dites à quelqu'un, allez à la boîte aux lettres du, je sais pas moi, 562 8e rue, ben, la personne ne sait pas encore c'est quoi la valeur qu'il y a là-dedans, mais elle sait que si elle va au 562 8e rue, qu'elle ouvre la boîte aux lettres, elle va trouver quelque chose qui va être la valeur qu'elle recherche. Et on peut aussi, à partir d'une valeur, accéder à l'emplacement mémoire, à savoir à quelle adresse mémoire elle est stockée, en utilisant ce petit opérateur qu'on appelle en français espirluette. Je trouve le mot absolument fascinant, et je ne l'ai jamais utilisé par ailleurs, mais donc en utilisant ce caractère-là, on peut avoir l'emplacement mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, voici un exemple de ce qu'on peut faire. Ben, j'ai un entier que je déclare, je mets une valeur totalement arbitraire là-dedans. Un pointeur, on le déclare avec le petit astérisque comme ça, et je lui assigne l'adresse de mon entier. Donc ça, c'est important. Je ne lui assigne pas 18, je lui adresse finalement, encore une fois, l'adresse de la boîte aux lettres finalement qui contient mon entier. Et lorsque je l'affiche ici, on va voir plus tard comment est-ce qu'on peut utiliser printf pour ces choses-là. Ben, je peux non seulement donner la valeur, mais aussi l'adresse mémoire. Si j'imprime directement pointeur sur entier, il va me donner l'adresse. Et si j'imprime avec un astérisque avant, il va me donner la valeur qui est à l'adresse qui est là. Donc, par exemple, ici, il me donne 18 à cette adresse-là. Et vous voyez, l'adresse est plutôt arbitraire. En soi, la valeur n'a pas d'importance, mais c'est l'adresse à laquelle il est stocké dans ma mémoire, cet entier-là. Et donc, comme je l'ai dit, un pointeur contient une adresse qui est arbitraire. Il ne faut pas essayer de penser que ça va être absolument une valeur, mais cette valeur-là n'est évidemment pas obligatoire. Et en particulier, votre programme n'a pas le droit d'accéder à toute la mémoire. Donc, par exemple, si je fais ça comme ça, j'ai tout à fait le droit de définir un pointeur et au lieu de mettre une adresse qui était une variable réelle, ben, j'ai dit maintenant, je veux que l'adresse ici soit 42. Bon, le problème, c'est que là, qu'est-ce qui va se passer? Ça ici. Erreur de segmentation, segmentation fault. Qu'est-ce que ça veut dire sur la part du système? C'est que vous avez essayé d'accéder à une adresse qui n'est pas la vôtre et le système, au lieu de vous laisser corrompre un autre processus, il a simplement dit non, 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 mon grand, c'est assez, je veux pas que tu continues plus longtemps et il coupe votre programme. Et ici, ce genre de choses-là est très frustrant lorsque ça nous arrive. Évidemment, ici, c'est un programme qui est assez caricatural. Là. Peu de gens vont essayer de faire ça directement, mais les segmentation faults arrivent assez souvent et c'est frustrant, mais comme je l'ai dit souvent à plusieurs étudiants qui voulaient garrocher leur ordinateur par la fenêtre lorsque ça marchait, lorsque ça faisait une segmentation fault et qui étaient un peu fâchés de voir que le 0.103 n'a pas de fenêtre, donc ils ne peuvent pas garrocher leur ordinateur par la fenêtre. En fait, ça, c'est une bénédiction pour vous. Parce que ça vous dit, il y a eu un problème et je t'ai arrêté. Et vous pouvez voir, même si vous êtes dans un débogueur, à quel endroit il y a eu un problème. Parce que la pire chose qui peut arriver, c'est que vous écriviez en fait dans votre propre mémoire, mais au mauvais endroit. Le système va vous laisser faire.
mais vous allez vous retrouver avec des résultats bizarres. Par exemple ici, un autre exemple, je déclare char, qui est évidemment un caractère. Ici, bon, je mets 25 simplement, peu importe, encore une fois, les valeurs sont arbitraires. Je déclare un nombre flottant, mon nom, je mets 16.0 dedans, pourquoi pas. Et je déclare un pointeur. Et là, vous voyez, j'ai pris l'adresse de mon caractère, mais j'ai pris l'adresse plus 3. Évidemment, c'est erroné, on s'entend, mais c'est pour vous dire, en faisant plus 3, en fait, je vais rester encore dans ma mémoire. Donc, je ne serai pas en train d'écrire ailleurs. Je doute que beaucoup d'entre vous ferez cette erreur-là, mais il y a d'autres façons de la faire de manière plus implicite. Et donc, en faisant ça, ce pointeur-là est parfaitement valide, donc je peux tout à fait écrire dedans, je mets 26 à cette adresse-là. Moi, ce que je voudrais, c'est me dire, bon, parfait, je voudrais que mon caractère devienne 26, et donc après ça, je l'imprime, je dis, ben, quelle est la valeur de mon caractère, et quelle est la valeur du nombre flottant, qui techniquement ne devrait pas avoir changé, je ne touche pas du tout. Ben voilà ce que ça fait. Non seulement mon caractère n'a pas changé, il est encore à 25, mais maintenant, la valeur du nombre flottant est de 9.625. On s'entend que c'est pas tout à fait intuitif. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est qu'en fait, mon caractère et mon nombre sont stockés de manière plus ou moins contiguë en mémoire. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez écrit juste un petit peu plus loin? Le système vous a laissé faire parce que mon nombre, ben, c'est encore votre mémoire. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec. Mais vous vous êtes mis à écrire quelque part et quand vous n'avez même pas écrit dans le même format, ben vous avez écrit au milieu d'un nombre flottant. Si vous vous rappelez votre cours d'OSA, comment les nombres flottants sont représentés sur 4 octets et ainsi de suite, vous avez écrit au milieu et ça a complètement corrompu les bits, ce qui fait que le nombre que vous avez n'a plus aucun rapport avec ce que vous aviez stocké. Et donc, ça c'est un exemple. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on utilise des pointeurs. Toujours écrire dans votre mémoire, évidemment, pas faire d'erreur de segmentation, mais aussi à l'endroit où vous voulez dans votre mémoire. Une chose classique ici, qui est un peu plus subtile que ça, c'est d'avoir un tableau, par exemple, de 3 éléments, et vous écrivez au 4e élément. OK? Ben, souvent, quand vous écrivez au 4e élément, vous êtes tout juste à la fin de votre tableau, ben, vous êtes encore dans votre mémoire, mais là, vous êtes sur une autre variable. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben, c'est des résultats comme ça, qui sont très difficiles à déboguer, parce que là, mettons, vous essayez de regarder ça, vous dites, mais comment ça se fait que mon nombre peut être retrouvé à 9.625? J'ai jamais touché à mon nombre. Ben, le fait est que derrière tout ça, le C considère que vous êtes juste dans la mémoire et vous faites ce que vous voulez avec la mémoire. Dans ce cas-ci, ben oui, vous y avez touché sans le savoir en faisant cette erreur-là. OK? Donc, encore une fois, la prochaine fois que vous aurez une segmentation fault et que vous ragerez après le système qui vous a coupé votre programme, dites-vous que c'est la meilleure des choses qui pouvait vous arriver parce que la pire des choses, c'est corrompre votre propre mémoire et là avoir des résultats complètement fantasmagoriques. Maintenant, il y a une chose qui est importante, c'est l'arithmétique des pointeurs. Alors, un pointeur pointe vers une adresse, mais si vous remarquez, et je reviens ici, un pointeur est pas seulement une adresse, c'est une adresse d'un certain type. Donc, l'adresse d'un car ici, ou par exemple, si je reviens ici, l'adresse d'un int. Et là, on pourrait dire, ouais, mais une adresse, c'est une adresse, pourquoi est-ce qu'il faut donner le type derrière? Qu'est-ce que ça change? Ben, c'est justement que lorsqu'on va additionner ou soustraire une valeur à un pointeur, ça additionnera pas cette valeur, ça va additionner cette valeur-là multipliée par la taille du type vers lequel il pointe. Par exemple, j'ai toujours mon entier, ceci est un code valide, il n'y a pas d'erreur dans ce code-là, j'ai mon entier, je vais chercher un pointeur sur mon entier, je demande l'adresse de mon entier, qui encore une fois va être arbitraire, et je fais juste pointeur plus 1 pour voir qu'est-ce que ça donne. Ben, si je regarde ici, l'adresse de mon entier, encore une fois, ben, c'est une valeur arbitraire, là, essayons pas de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, c'est une adresse en mémoire, mais ce qui est intéressant, c'est la différence entre ça et ça. J'ai juste fait plus 1, et si vous vous rappelez votre hexadécimal, si j'avais fait plus 1 à ce nombre-là en hexadécimal, le C aurait dû devenir un D, mais non, je suis passé ici à 10 au lieu de 0C, donc j'ai fait plus 4 finalement. D'où vient le plus 4? Ben, c'est que quand le C voit que vous faites plus 1 sur un pointeur, il dit « je vais faire plus un élément de cette taille-là ». Et dans ce cas-ci, avec quoi j'ai compilé, les entiers font 4 octets. Donc, le compilateur a dit « je vais faire plus 1 fois la taille d'un entier, qui est 4 octets, donc plus 4 ». Et avec ça, on a la différence qu'on voit ici. Donc, on passe de 0C à 1,0, qui est finalement plus 4 là-dessus. Et ça peut être très utile parce que justement, lorsque vous êtes dans un tableau, vous faites plus 1 par exemple, bien, vous atteignez vraiment le prochain élément et non pas au milieu de l'élément mon entier qui lui fait 4 octets. Fait que là, vous êtes au deuxième octet de 4. Là, ça devient compliqué à mesurer. Donc, c'est très pratique que le C vous permette de faire ça. Mais évidemment, ça implique que vous ayez le bon type de pointeur lorsque vous le faites. Voilà. Et donc, un premier piège que j'ai souvent vu pour les étudiants, c'est de voir ça comme ça. Donc, vous avez un tableau, par exemple, de 4 éléments. Ici, vous avez un pointeur. Ici, j'ai fait ça un peu tarabiscoté, donc je vais chercher l'adresse du premier élément du tableau.
En fait, pour le C, un tableau, c'est un pointeur. Donc, vous pourriez juste dire pointeur sur entier égale tableau entier tout court. Ça marcherait aussi. Mais c'est pour ici, pour expliciter que je vais vraiment chercher l'adresse du premier élément. Et là, je me dis, ben moi, j'aimerais ça aller chercher l'adresse, par exemple, du troisième élément. Donc là, j'ai le premier en ce moment, dans pointeur sur entier, et je veux l'adresse du troisième. Donc, je veux avancer de 2 éléments. Ben, beaucoup de gens font, un peu par exemple, si vous avez fait du Python, des choses comme ça, ben, on dit, ben, OK, je vais faire la taille d'un entier fois le nombre de pas que je veux faire. Fait que là, je prends la taille de mon entier fois 2 parce que je veux avancer de 2 pas et je vais avoir ça. Dans ce cas-ci, le problème, c'est que ça ne fera pas ce que vous pensez parce que déjà le C, lorsque vous faites un plus sur un pointeur, il va déjà multiplier par ça. Fait en gros, ce que vous faites, c'est faire size of the int fois size of the int fois 2. Vous voyez qu'il y a comme un size of fois 2 et donc vous ne pointerez pas au bon endroit. OK? Et je viens de voir qu'il y a une petite erreur dans la salle, je vais la corriger quand je vais l'afficher, mais évidemment, si size of the int égale 4 ici et non pas égale 0, désolé de la petite erreur. La bonne façon de le faire et la façon d'éviter le piège, c'est justement, pour une fois en C, c'est rare que je vais dire ça dans ces présentations-là, mais vous n'avez pas à vous casser la tête, vous pouvez juste faire plus égale 2, ou plus 2 finalement, pour dire je veux avancer de 2 éléments, et c'est le C, le compilateur va s'arranger pour dire ben, je comprends que pointeur sur entier est un pointeur de type int, et donc, lorsque vous faites plus 2, je vais faire plus 2 fois la taille d'un int. Vous n'avez pas à plus vous casser la tête avec ça. Vous ne pouvez pas faire de size off là-dessus. Vous avez juste vraiment à dire, tant que c'est le bon type, vous avez simplement à dire, je fais plus le nombre d'éléments que je veux aller. Okay? Et là arrive la contrepartie de ça, c'est qu'un pointeur peut être converti en un pointeur d'un différent type. Par exemple, ici, j'ai un pointeur ici qui pointe, P1 qui pointe vers un entier. D'accord? Et je dis, ben, j'ai un pointeur P2, ben, c'est simplement mon pointeur P1. La façon de le convertir en C, c'est de mettre comme ça en parenthèse. C'est pareil si vous voulez convertir d'un type à l'autre. Vous mettez seulement en parenthèse ce que vous voulez et le compilateur, vous laissez faire. Il va dire très bien, parfait. P2 est maintenant un pointeur qui pointe en fait au même endroit que P1, mais qui est cette fois de type car. Et le piège que beaucoup d'étudiants font, c'est de penser que c'est un peu comme en Python, d'autres choses comme ça, que quand vous convertissez vraiment, bon, il va comprendre que maintenant je ne peux plus aller plus loin qu'un octet ou quelque chose comme ça. Pas du tout. En fait, en anglais, on ne parle pas de conversion, on parle de cast. Ce qui est un peu un remoulage, finalement. J'ai de la misère à trouver une bonne traduction, mais le fait est que ce n'est pas vraiment une conversion. Tout ce qu'il fait, c'est vous dire, maintenant, quand vous allez faire, si vous faites P1 plus 1, en fait, il va additionner 4. Ou en tout cas, la taille d'un entier. Si vous faites P2 plus 1, il va additionner 1, qui est la taille d'un quart. C'est la seule chose qui change pour le compilateur. Pour le reste, vous pouvez commencer à écrire n'importe quoi. Le compilateur n'a pas réellement fait une conversion. Et donc, un exemple ici qui est incorrect, ne faites pas ça, c'est de créer par exemple une valeur float, bon 42.42. Je crée un pointeur sur cette valeur-là, c'est parfaitement correct. C'est un pointeur de type float qui pointe sur l'adresse de ma valeur float, parfaitement correct. Et si je dis, ouais, finalement, je ne voudrais pas un float, je voudrais un double. OK? Double, je crée un pointeur, ça c'est parfaitement correct. Mais qu'est-ce que je fais ici? Je dis juste, ben, je vais prendre le même, je vais juste convertir ce pointeur-là en double, comme ça je vais avoir plus de précision et ma valeur float va être juste plus précise. Ça, c'est une erreur. À ce moment-là, souvent, il ne se passera rien, parce que le C va juste vous dire, bon d'accord, je t'ai créé un pointeur, ça pointe au même endroit, mais pour l'instant, tu n'as rien fait avec. Mais dès que vous allez essayer de l'utiliser, par exemple ici, j'essaie de mettre 98.59 dedans, ben, qu'est-ce qui va se passer, un peu comme tout à l'heure, c'est qu'il va dire, ben, j'écris 98.59, mais j'écris à l'adresse de ma valeur float, et il se trouve qu'un double contient 2 fois plus d'octets qu'un float. OK? Et donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Ben, un segfault si vous êtes chanceux, ou de la corruption de mémoire si vous êtes malchanceux. Donc, faites très attention dans les conversions de pointeurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais les faire, mais il faut toujours être conscient quand vous en faites une, qu'au final, on fait juste considérer la mémoire, et ça n'a rien changé, à part que quand vous faites plus 1 ou moins 1, ça fait plus 1 ou moins 1 d'un type différent, de la taille d'un type différent. Donc ça, c'est vraiment important de s'en rappeler. Le compilateur va vous laisser faire. Il ne vous dira pas, peut-être qu'il va dire un warning dans certains cas, mais sinon, il ne fera pas plus que ça. Il va vous laisser le faire, mais ça ne fera certainement pas ce que vous voulez. Il y a certaines conversions en particulier qui sont implicites, donc ça, vous n'avez pas trop à vous casser la tête. Par exemple, on va le voir plus tard pour allouer la mémoire, malloc ou calloc, qui, eux, retournent un pointeur de type void, tout simplement parce qu'ils ne savent pas exactement c'est quoi le type qu'ils doivent retourner. C'est de la mémoire que vous allez décider ce que vous voulez faire avec.
Dans ce cas-là, la conversion est implicite. Vous n'avez pas forcément à mettre entre parenthèses ces choses-là. Et c'est correct, évidemment, de la faire parce que c'est vous qui l'utilisez et que vous convertissez l'allocation mémoire vers le type que vous voulez. Donc, dans ce cas-ci, vous n'allez pas à vous casser la tête. Maintenant, il y a un truc assez intéressant en C, c'est qu'un pointeur, quand on regarde ça, en fait, c'est un entier. C'est une valeur numérique entière. Donc, si je remonte un petit peu dans les slides, si vous regardez ici, les adresses que j'avais, bon, c'est des très grosses valeurs, et ça, c'est en hexadécimal, mais on pourrait convertir ça en décimal, ça donnerait quelque chose, dans ce cas-ci, comme près de 2 milliards ou quelque chose de ce genre-là. C'est une valeur parfaitement acceptable d'un entier. Donc, au final, c'est un entier. Et parfois, on pourrait dire, ben, j'aimerais ça transmettre un pointeur. J'aimerais ça le garder, j'aimerais ça me rappeler de ce que c'est. On pourrait se dire, ben, je pourrais juste le mettre dans un entier, finalement. Il y a un petit piège avec ça, c'est que vous ne devez pas utiliser un type de base comme int ou unsigned int, même si vous voulez être un peu faire votre fin finaux et dire, ah, mais si je mets unsigned, ça devrait être mieux. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas savoir, vous, si ces types-là sont suffisamment grands pour contenir un pointeur. Par exemple, sur certains systèmes, un int ou unsigned int fait 4 octets, alors que les pointeurs font 64 bits, donc sur un système 64 bits, et donc 8 octets. Si vous essayez de mettre un pointeur de 8 octets dans un type de 4 octets, encore une fois, le compilateur va vous laisser faire, mais ça ne fonctionnera pas comme vous pensez, vous allez perdre la moitié de votre adresse mémoire. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut savoir quel type est suffisamment grand pour contenir un pointeur? Ben, la réponse, c'est qu'on ne peut pas le savoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le compilateur nous donne des types qui peuvent être utilisés. Ça, ce sont des types qui ont l'air un peu compliqués, le UINT-PTRT puis INT-PTRT, selon que vous voulez unsigned ou non. Ben, ces types-là, le compilateur garantit qu'ils peuvent contenir un pointeur. Ce sont des types d'entiers et ils peuvent contenir un pointeur. Donc, par exemple, ici, j'ai un pointeur. Encore une fois, comme je l'ai dit, malloc ici retourne un void étoile, donc un pointeur sur rien. Mais il est converti implicitement vers un pointeur sur card, tout simplement parce que c'est là-dedans que je l'assigne. Et ça, c'est valable. Mettons que je veux la valeur de ce pointeur-là. Si je fais ça ici, c'est une erreur. Tout simplement parce que cette adresse-là, il n'y a rien qui me dit que ça rentre là-dedans. Par contre, qu'est-ce que je peux faire? C'est quelque chose comme ça ici. Pour la convertir, encore une fois, c'est en parenthèse. Et ça va permettre de rentrer finalement dans cette valeur-là. Rappelez-vous quand même, je montre ça parce que, en particulier lors du laboratoire 2, il y a un endroit où ça peut vous être très utile de pouvoir faire cette conversion-là. Ça va être très utile d'être capable de prendre un pointeur et de l'enregistrer quelque part. Mais de manière générale, vous ne devriez pas avoir à faire ça. C'est pas vraiment un piège, mais si vous en arrivez à devoir le faire, posez-vous beaucoup de questions à vous demander est-ce que c'est vraiment la bonne chose que je suis en train de faire? Parce que ça devrait être l'exception. En temps normal, la valeur d'un pointeur, donc l'adresse finalement d'une variable, ben, ça change tout le temps et c'est complètement arbitraire. Donc en général, ça n'a pas beaucoup d'importance cette valeur-là. Par exemple, si vous relancez votre programme, ben, l'adresse va changer. Le système va vous l'allouer à un autre endroit dans la mémoire et l'adresse a de très fortes chances de changer. Donc, par exemple, enregistrer un pointeur dans un fichier, ça n'aurait vraiment aucun sens. Mais parfois, comme vous allez le voir, en particulier dans le laboratoire 2, ça peut valoir la peine, des fois, de pouvoir garder un pointeur sous forme numérique pour pouvoir le réutiliser plus tard. Dites-vous seulement que si vous en êtes là, c'est que vous devez avoir vraiment pensé à toutes les autres possibilités avant de devoir le faire. Et si vous le faites, utilisez ces types-là et non pas les types de base comme INT ou unsigned int, parce que soit le compilateur va se plaindre, soit vous allez avoir des erreurs difficiles à débugger lors de l'exécution. Donc, ça termine cette section-ci. La prochaine section va être celle de l'allocation mémoire et nous allons parler justement de comment créer de la mémoire. Là, on a vu avec les pointeurs comment y accéder finalement une fois qu'on l'a, mais on va voir maintenant comment la créer.